le combattant, il fait un all-in à chaque combat. C'est un peu comme être à une partie de poker. Et chaque combat détermine la suite de ta carrière. Un sport qui est dur, on se met des coups, on en prend, on en donne. Il faut être capable de se remettre en question dans la défaite sur ce qui n'a pas été. Il faut tout miser sur soi-même pour devenir encore plus compétitif. Tu gagneras ta vie quand tu feras partie des 15-20 meilleurs combattants au monde. On est avec Benoît Saint-Denis, le retour dans Click. Comment ça va ? Ça va très bien, très content d'être là. Moi aussi, la dernière fois que tu es venu, ça avait fait beaucoup de bruit parce que tu sortais d'une défaite, tu avais les lunettes, tu avais le visage un peu amoché, il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens n'ont pas compris. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment ? Ouais, c'était un moment compliqué. Après, on avait pris un engagement avec vous sur le fait de venir. Donc, on ne se sentait pas de refuser parce que au niveau de la santé, hormis le fait d'être marqué au visage, ça allait bien. Donc, et effectivement, c'était un contexte qui était particulièrement compliqué pour l'équipe et puis pour moi-même. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai halluciné en loge quand tu m'as dit je la fais quand même. Quand vous êtes venu, il y avait toi, tu étais venu accompagné de ta femme. Qu'est-ce qui vous a fait tenir le truc et vous dire vas-y, on l'a fait quand même ? Bah, parce que ça reste quand même du sport et que la performance que j'avais donnée quelques soirées avant de venir, c'était en grande partie dû à des erreurs de ma part. Et donc, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc, il faut faut être capable d'assumer ses erreurs. Ça dit aussi de ton rapport à ce sport. C'est un sport qui est fait de challenge, parfois de victoire, parfois de défaite. Est-ce qu'il faut être égal dans les deux ? C'est dur parce que les retombées, que ce soit médiatiques, financières et pour le combattant, dans ses objectifs de carrière, ils ne sont pas les mêmes du tout. Et on a un manque de récurrence de combat. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas, comme un rugbyman ou un footeux, rejouer le week-end d'après on va dire, pour prendre ma revanche. Il faut se remettre beaucoup en question parce que la prochaine échéance, elle va être dans plusieurs mois. Et donc, il faut être capable de se remobiliser quand même assez rapidement parce qu'une prépa peut en appeler une autre. Mais effectivement, il y a tout ce délai où on va avoir effectivement beaucoup de détracteurs et beaucoup de doutes qu'il va falloir effacer. Et il faut être capable de se remettre en question dans la défaite sur ce qui n'a pas été. Dans les moments comme ça, tu lis les choses sur toi, tu vois les parodies, tu vois ces choses-là où tu fermes tout, ou au contraire, ça te donne la niaque pour l'entraînement ? Non, moi, ça m'a fait beaucoup grandir, cette défaite, parce que contrairement à la défaite contre Poirier, où j'avais un vrai prétexte qui a un peu... c'était un peu un arbre qui cachait la forêt, mais qui était bon dans la défaite. Là, j'ai fait vraiment... je pense que c'est la seule grosse contre-performance que j'ai fait de ma carrière, c'est-à-dire le fait de ne pas être là le jour J, de ne pas avoir fait la prépa qu'il fallait, de ne pas avoir mis toutes les armes de mon côté et d'avoir fait des grosses erreurs et de ne pas être présent comme je le suis d'ordinaire. C'était ce combat-là. Et donc, ce combat-là, il m'a fait réaliser, ah oui, en fait, si tu n'es pas performant dans la cage en tant que combattant, bah, en fait, tes personnes et ta carrière n'avancent pas. Donc, retourner, je me suis vachement éloigné des réseaux, des médias, et je suis retourné au travail. Je me suis beaucoup remis en question. J'ai changé de coach ? J'ai changé de coach. J'ai changé de coach. J'ai surtout pris un coach parce que ça faisait longtemps que j'avais déjà délaissé mon ancien coach, mais j'avais plus de coach principal depuis plus d'une année. Et j'ai pris un coach. Je me suis rendu compte qu'une des plus grosses erreurs que j'avais faites, c'était de vouloir m'auto-coacher, ce qui n'est pas possible en fait. Il faut quelqu'un de compétent qui va te mettre les sparring adaptés et qui va être capable aussi de te dire les choses et la vérité, de te faire face et de te faire voir des difficultés pour que les difficultés que tu rencontres à l'entraînement, tu les connaisses, tu les appréhendes d'une bonne manière et que le jour J, en fait, tu ne reproduises pas les erreurs que tu as faites à l'entraînement. Si on doit faire des erreurs, il vaut mieux les faire pendant les 4 semaines précédant le combat que pendant le combat. Et aussi connaître ses forces et ses faiblesses. Ton coach disait, toi, ta faiblesse, c'est aussi ta force, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas que tu prennes de coups. Oui, alors, c'est l'engagement que je mets dans les combats. Comme j'ai ce côté un peu, comme certains combattants, d'être cogneur et d'avancer, d'asphyxier un peu l'adversaire. Et on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Quand tu fais ça, forcément, il y a du répondant, parce que tu mets une telle pression qu'en face, s'il ne veut pas se faire asphyxier, il va falloir qu'il y aille. Et du coup, ça donne des combats qui sont spectaculaires. Mais bien entendu, il faut apporter un petit peu de finesse à ce jeu-là pour qu'il soit encore plus percutant, plus précis
que, bien sûr, moi, je me préserve au maximum, mais tout en étant capable de garder cet ADN de manière à avoir toujours ces combats spectaculaires et puis ce point fort, arriver à le rentabiliser. Explique-moi cette notion de finesse dans le combat. Alors, les combats, c'est vraiment la vitrine de tout ce qu'on fait au préalable, mais c'est la gestion de la distance, petit pas par petit pas, la gestion de ses armes, c'est-à-dire bien gérer son anglaise, sa liaison point-jambe, sa lutte au bon moment, en fonction des tendances du combat et de ce que met l'adversaire en place. Tout ça, c'est ce qu'on va appeler de la finesse dans les sports de combat. Le MMA, c'est en train de devenir comme le foot. C'est-à-dire que dès qu'il y a un combat, tout le monde donne son avis sur les réseaux. Il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Tout le monde est coach. Est-ce que dans tous les avis qu'il y a pu avoir sur tes combats, il y a des gens où tu dis « Ah là, c'est pertinent, peut-être que j'aurais dû les écouter ». Surtout le fait de travailler maintenant avec un head coach qui est compétent. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses, de beaucoup d'erreurs que j'avais commises. Et ce n'étaient pas des erreurs purement techniques, c'était des erreurs beaucoup de tactique. Parce qu'en fait, j'étais allé à certains combats sans aucune tactique. Et lui, il va être capable de me bonifier bien plus que j'ai pu l'être auparavant parce qu'il va mettre une tactique en place. Tu peux avoir une très bonne équipe de foot, mais si l'autre équipe connaît tes points forts et a tout mis en place pour avoir la meilleure tactique possible, des fois, elle peut poser des problèmes, voire remporter un match de cette manière-là. Et effectivement, ça, c'est une erreur que j'ai commise. Et mine de rien, le fait d'être aussi mis beaucoup plus dans le dur, de sortir un peu de ma zone de confort, ça fait partie des choses qui vont faire de moi un meilleur combattant. Aujourd'hui, tu es 13e de ta catégorie. C'est la catégorie des poids légers, 70 kilos à l'UFC. 19 combats dans ta carrière, 15 victoires. Les gens te surnomment God of War, le gladiateur des temps modernes. On connaît déjà ton histoire. Si vous voulez la voir, vous pouvez regarder le précédent épisode de Click où Benoît Saint-Denis était venu chez nous. Cette année, il y a eu 2 victoires. Une contre Kyle Prepolec à Montréal en mai dernier et une autre contre le Brésilien Mauricio Ruffi il y a quelques semaines à Paris. On regarde ta réaction après cette victoire. Il a fait tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait du début à la fin. Incroyable. Il a annihilé complètement. C'est fou. Quelle performance de Benoît. Il lui a marché dessus. Declaring the winner by submission due to a rear naked choke, Benoît. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier ma femme parce que je suis papa pour la 2e fois depuis 1 mois aujourd'hui. Merci de m'avoir fait confiance, d'avoir renouvelé votre confiance, de m'avoir pardonné mes aventures de l'année dernière, d'être venu m'encourager. Merci. Et j'ai qu'un mot à dire. Maintenant, il y a le combat principal. On est en finale, les gars. C'est parti. Plusieurs infos. Déjà, félicitations. Merci. En tant que papa pour la 2e fois, félicitations à ta femme qui était venue t'accompagner la précédente fois. Et maintenant, on est en finale. C'est quoi l'enjeu ? Ouais, là, j'ai dit cette phrase-là à ce moment-là parce que je pensais à Nassour, avec qui je m'entraîne très régulièrement. On a le même head coach. Et d'ailleurs, Nicolas a fait que courir toute la soirée. Nicolas Holt a entraîné William Gomis en milieu de carte. Et puis après, il a enchaîné les 2 derniers combats de la soirée, donc moi-même et Nassourdine, coup après coup, et du coup, il a dû courir un peu à droite à gauche. Et donc, on s'est entraînés ensemble. Je savais qu'il avait lui aussi un très gros challenge. Donc, c'était un plaisir de pouvoir regarder, comme lui avait pu le faire l'année précédente, de pouvoir à mon tour regarder son combat après le mien. Ton prochain combat, c'est le 16 novembre au Madison Square Garden à New York contre l'Américain Benel Dariush. Si tu arrives à le battre, tu peux rentrer dans le top 10 de ta catégorie. Ça représente quoi d'arriver dans ce top 10 en termes de changement de vie ? C'est un moment, en tant qu'athlète, moi, ça fait partie de mes objectifs à long terme, parce que rentrer dans le top 10, c'est une possibilité à n'importe quel moment, en fonction des conjonctures du moment, de combattre pour le titre, donc de devenir champion dans cette catégorie. On attend toujours notre premier champion français. On va peut-être avoir Cyril Gane qui va devenir le premier. On a eu Manon qui a échoué, on a eu Cyril qui a échoué une première fois. Maintenant, Cyril, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il est très déterminé et il a envie je le sens vraiment dans son combat, d'ores et déjà. Donc c'est très bon signe, contre Thomas Spinal pour la ceinture poids lourd. Et voilà, donc ça permettrait de potentiellement accéder à ce combat pour le titre dans le futur, qui est un combat dont tout le monde rêve, tout combattant de MMA rêve, devenir champion à l'UFC. Il y a
en tout cas te concernant, il y a deux parties. Il y a la partie athlète, il y a aussi la partie business, parce que Benoît Saint-Denis, c'est une entreprise familiale. Ça représente quoi pour la partie business, les performances de Benoît Saint-Denis, l'athlète? Parce que tu l'as dit, tu fais peu de combats par an. Donc en fait, même si des fois on a l'impression que les sommes en jeu sont énormes, sur l'échelle d'une année, qu'est-ce que ça représente en termes de revenus? Ça, Nico, il a une bonne image là-dessus, c'est que le combattant, il fait un all-in à chaque combat. C'est un peu comme être à une partie de poker et mettre à chaque fois toutes ses pièces au même moment, parce que chaque combat détermine la suite de ta carrière et aussi ta santé financière et familiale quelque part, parce que j'ai la chance d'avoir une épouse qui sacrifie beaucoup pour moi. Elle a cette partie de gestion communication avec David, donc ils sont deux à gérer ça, mais elle est en première ligne pour plusieurs raisons, dont le fait d'être mon épouse. Et donc pour la santé financière, et donc dans l'objectif de peut-être à 40 ans, lorsque je laisserai les gants au pied de la cage, avoir bâti différentes entreprises, avoir innové, avoir été capable de faire aussi de cette carrière une carrière aussi riche financièrement parlant, en plus d'être riche en émotions et dans l'engagement qu'on y met. Il faut être le plus performant possible. Et donc moi, je me suis reconcentré là-dessus, sur cette partie-là. Il faut avoir l'humilité de se remettre au boulot et de faire confiance à des gens, d'où un bon entourage. Et le bon entourage, j'ai le bonheur d'avoir trouvé ma meilleure moitié rapidement et aujourd'hui d'avoir une vie de famille épanouie. Mais le côté aussi coach et l'entourage professionnel est très important pour le combattant. Aujourd'hui, c'est quoi les sources de revenus de Benoît Saint-Denis? Alors, les sources de revenus de Benoît Saint-Denis, ça va être notre boutique en ligne, ça va être YouTube, ça va être les sponsoring, que je remercie, tous les sponsors comme Venom, comme Max Outi, Unibet, tous ces sponsors-là, c'est des sponsors qui sont importants dans la carrière d'un combattant, parce que nous, on n'est pas payé, on n'est pas salarié d'un club, ou on n'a pas une régularité comme un tennisman. Nous, on a les 1 à 4 combats par an, qui sont notre source de revenus, une de nos sources de revenus principales. Et surtout, en fonction du résultat, ça a un impact effectivement qui est très fort sur la capacité à dégager des sponsors et aussi la capacité à investir en tant quelque part, pas d'homme d'affaires, mais avoir la capacité d'en plus de son sport, de développer d'autres projets et d'avoir des gens qui vous font confiance dans ce que vous avez envie de mettre en place. Ça veut dire aussi avoir la tête froide par rapport à l'argent. Bien sûr. Quelle est la somme la plus grosse que tu as reçue où tu t'es dit, celle-là, je ne la touche pas, ça doit être investi quelque part? En fait, systématiquement, toutes les sommes... C'est quoi l'ordre de prix jusqu'à présent? En fait, quand tu rentres à l'UFC, pour donner un ordre d'idée, lors de l'UFC, on rentre à 12 plus 12, donc 12 000 $ pour avoir fait le poids. Parce que si on ne fait pas le poids, on perd un pourcentage de la bourse à son adversaire. 12 000 $ pour le poids, 12 000 $ en cas de victoire. On enlève à ça les frais de manager, de coach, etc. C'est-à-dire que les premiers combats, en réalité, on récupère 4 000 $ dans la poche en cas de victoire. Parce que l'ensemble des prix de la prépa, les billets d'avion qu'on prend en charge pour les coachs supplémentaires, etc., les frais de déplacement, tout ça, fait qu'au début, on est dans les balbutiements. Et justement, il faut tout miser sur soi-même pour devenir encore plus compétitif, parce que c'est pas là qu'il faut s'arrêter, se dire c'est là que je vais... Non, tu gagneras ta vie quand tu feras partie des 15-20 meilleurs combattants au monde. Au début, alors je sais que maintenant, on est dans un monde où il y en a qui arrivent à le faire, parce qu'ils ont une communication qui est exceptionnelle. Maintenant, je pense que pour l'athlète, le principal reste le résultat. Plus tu gagnes, plus ta communication va être naturellement de qualité. Bien sûr, il y a aussi un gros travail à faire dessus. Et j'ai le bonheur aujourd'hui d'être très bien accompagné là-dessus. Comme je disais, avec ma femme et David, on a même un ensemble de personnes qui contribuent à ça. Mais si je traduis ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, avec la casquette d'entrepreneur et toutes les affaires que tu as, même si on peut te voir gagner des sommes plus importantes dans tes matchs, tu roules toujours pas sur l'or. Non, j'allais y venir. Un champion, les contrats de champion, ça commence à 500 000. Et on parle d'un champion de l'UFC. Donc, ça peut aller un peu plus haut après, mais je veux dire, au départ, quand le mec prend la ceinture, c'est à peu près ce qu'il va toucher.
Donc, et puis là-dessus, il va payer à peu près 50% d'imposition, comme n'importe quelle grosse entreprise, parce qu'en réalité, il est considéré à ce niveau-là comme une entreprise. Et donc, oui, il faut se rendre compte que c'est des très jolies sommes. Ça lui permet clairement de très bien vivre de son métier. Il n'est pas à plaindre, mais on parle quand même du champion de l'UFC. Et on parle quand même de mecs qui sont là depuis des années dans le top 5, top 10, donc qui ont mérité leur place. Et qui ont tout sacrifié. Exactement. Et pendant des années, qui ont été compétitifs à très haut niveau. Il faut être capable de maintenir ce rythme et cette dynamique pendant longtemps pour espérer, je pense, après sa carrière, avoir un épanouissement autre que purement celui du résultat. Même si, moi, je suis en plein dedans, c'est ce qui me motive clairement aujourd'hui. Je suis 100% concentré sur le sportif et sur le fait de devenir le meilleur combattant possible, d'être un bon père de famille et un bon mari, et puis voilà, de tenir mes engagements, d'avoir une vie sociale qui soit épanouie, mais aussi professionnellement parlant, d'aller le plus loin possible et de devenir un meilleur combattant. Et la santé mentale là-dedans? Eh ben, elle est importante. Hein. Elle est importante. Comme tu le disais, j'étais pas le même homme, je pense, quand je suis venu après le combat contre Moïcano. Je cogitais pas mal, justement, sur tout ce qu'il fallait reconsidérer pour de nouveau m'épanouir dans ce sport. Je pense que je m'étais un peu perdu avant le combat contre Poirier dans un peu les médias, parce que du jour au lendemain, on te surmédiatise. Tu deviens un peu, soi-disant, hein, le visage du MMA français, alors qu'il y en a plusieurs. Hein. Avec son lot de polémiques qui va dedans, les controverses. Exactement, et c'est un milieu que tu ne maîtrises pas, que tu ne contrôles pas, que tu apprends. Donc c'est enrichissant aussi, parce que c'est une expérience de vie. Mais tu es mis dans le dur, dans des manières que tu n'as pas anticipées ou que tu ne connaissais pas au préalable, ce qui fait que tu dois beaucoup apprendre et tu retournes un peu au stade d'élève, et puis après, tu te rends compte qu'il faut beaucoup relativiser. Ça reste du sport, même si c'est très engagé. J'aime l'engagement. Moi, quand je rentre dans la cage, je rentre dans un état d'esprit très particulier, mais il faut considérer que ça reste quand même du sport et que le plus important, c'est d'être épanoui dans ce qu'on fait. Il y a une phrase provocatrice de Francis Ngannou, qui adore la provoque, mais qui a fait le tour du monde et qui reste dans ce sport, c'est « je tape des gens pour vivre ». Qu'est-ce qu'elle appelle chez toi, cette phrase? Quelque part, il n'a pas non plus entièrement tort. Hein. Il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Hein. Ngannou, c'est un très grand combattant poids lourd, hein, qui s'est épanoui aussi dans la boxe anglaise. Il est quand même passé de champion de l'UFC à combattre le champion poids lourd de boxe anglaise, Tyson Fury, qu'il a mis d'ailleurs au tapis à un round. Il perd ce combat, mais il fait quand même très bonne figure. Donc, il n'a pas entièrement tort. C'est-à-dire qu'il faut quand même rester concentré là-dessus, parce que ça reste en partie... c'est très simpliste de dire ça comme ça. Quelque part, c'est des mots, c'est un peu cru. Mais il n'a pas tort. C'est que c'est un boulot qui est quand même très dur. Sans parler de boulot, c'est un sport qui est dur. C'est un sport qui est dur. On se met des coups, on en prend, on en donne. Il y a des défaites, il y a des victoires. On est blessé, on n'est pas blessé. On s'entraîne dur. Il n'y a pas que les combats où on prend des coups aussi à l'entraînement, on se met en difficulté. Et donc, il faut rester concentré quand même là-dessus, parce que quand l'octogone se ferme, il n'y a plus que toi, ton adversaire et l'arbitre. Et l'arbitre, il est juste là pour voir que ça se passe bien. Donc, ça se passe entre toi et ton adversaire, et il faut être le meilleur le jour J. On t'a demandé les choses sur lesquelles tu cliquais le plus, tes références culturelles, pour que on comprenne un peu le personnage de Benoît Saint-Denis, et tu as choisi un film, c'est Gladiator. Oui. On va regarder un extrait de Gladiator. N'êtes-vous pas rassasiés? Ne vous êtes-vous pas assez divertis? N'êtes-vous pas là pour ça? Espagnol! Espagnol! Qu'est-ce qui te parle dans cette scène? Il y a tout qui me parle, parce que déjà, cette scène, je l'ai utilisée, j'ai célébré ma victoire contre Matt Frevola à l'époque. Are you not entertained? C'est ce qu'il dit en anglais, je l'ai
Je l'ai Qui a été crié. samplé par Jay-Z dans le morceau What More Can I Say. Et ben ça c'est quelque chose que j'ai crié dans l'octogone après mon combat contre Matt Frevola au Madison Square Garden, où je vais retourner d'ailleurs, et qui m'avait souri. Et ce film il est incroyable parce que c'est une histoire à la fois de vengeance, de courage, d'engagement. Alors oui, il y a une violence qui est pas acceptable, mais qui est notre monde il est encore très violent, hein. Il est encore il y a plein d'endroits dans le monde où la violence encore s'exerce à des niveaux très élevés, mais on va dire ce côté engagement, courage, je pense que dans toute époque, ça a toujours plu, cet engagement total. Et donc là, il sort d'une victoire, alors oui, sanguinolente, mais aussi plein de panache, plein de courage, et où il fait preuve de toutes ses qualités en tant que combattant. Et lui, en réalité, sa motivation durant tout le film, enfin durant toute l'histoire, c'est de remettre la République de Rome en place, parce que Marc Aurèle lui a demandé, et parce que c'est le fils de Marc Aurèle qui l'a étouffé à sa dernière visite, et qui veut asseoir son autorité en tant que nouvel empereur. Il a une cause juste pour laquelle se battre, et il a une détermination sans faille. Donc je pense que c'est un état d'esprit que j'ai envie d'incarner. Cet état d'esprit un peu de impossible n'est pas français, et aussi de communion avec son public, de moments comme ça, de plaisir, d'engagement total, quoi qu'il arrive. L'esprit Coubertin, c'est pas toi? Alors si, l'esprit Coubertin, parce qu'on reste dans un set de règles très codifiées. Mais par contre, je vais aller au bout du truc, c'est-à-dire mon engagement, il sera total. Vis-à-vis de moi, je me le dois, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes amis et de tout le public qui vient. C'est-à-dire que Benoît, il lâchera jamais le morceau, ça c'est mon état d'esprit. Benoît, c'est toi. Et effectivement, exactement. On continue sur un autre clic de Benoît Saint-Denis. Tu as choisi avec nous de regarder un extrait du Seigneur des Anneaux. T'es fan? Ah oui, oui. T'es fan des livres? Déjà des livres, la trilogie, et puis la trilogie aussi de Bilbo le Hobbit. Ouais, c'est deux trilogies qui sont incroyables quand t'es enfant et jeune ado. Franchement, ça se lit ultra bien, et je crois que c'est un des rares films où je trouve que la lecture et le niveau du film est adéquat, quoi. J'étais pas déçu, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu La Communauté d'Anneaux, j'étais gosse, j'avais les yeux grands ouverts, et je lâchais pas le morceau. On regarde l'extrait que tu as choisi du Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. L'émotion dans tes yeux quand tu revois cette scène. Franchement, elle est incroyable. En fait, 2001, moi, j'étais gamin. Quand le film il est sorti, j'avais 6 ans. Et donc, ouais, ça, pour moi, c'est une scène incroyable. En fait, Boromir, moi, c'est mon personnage préféré parce que c'est un personnage qui est... il est un peu torturé. C'est-à-dire que à la base, c'est un immense capitaine de Minas Tirith. En fait, c'est un peu l'alter ego d'Aragorn. À la base, c'est un mec avec des valeurs... une très haute estime de son peuple, un vrai héros, entre guillemets. Et au final, dans la communauté de l'anneau, avec le pouvoir de l'anneau, là, il en est un peu comme aujourd'hui, on peut l'avoir avec des athlètes qui tombent dans des dépendances, des choses, des machins. Ça tue le personnage, en fait. Et donc, il en devient un peu pas le méchant, mais c'est le personnage torturé de la série. Et là, cette scène, il retrouve son héroïsme original, il se retrouve,
Et puis il va au bout de lui-même. Et après, il y a Aragorn, je crois, qui arrive dans ses bras, qui le prend dans ses bras et tout. Enfin, c'est une scène. C'est une scène qui m'a régalé, quoi. Quand j'étais petit, c'était plein d'émotions. Incroyable. L'anneau du Seigneur des Anneaux représente un peu l'accumulation des 7 péchés capitaux. Toutes les tentations qu'on peut avoir lorsqu'on est un être humain. Toi, qu'est-ce qui t'a empêché de succomber au pouvoir de l'anneau dans ta vie? Alors que j'imagine que quand on est un sportif de ton niveau, on doit être soumis à des tentations tous les jours. Je pense l'éducation. L'éducation, j'ai eu la chance d'avoir une éducation avec de la discipline, mais dans l'amour. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas dépasser certaines limites. Sinon, mon père et ma mère pouvaient être durs. Mais à la fois, on n'a jamais manqué d'amour. Donc, c'est-à-dire qu'on était encouragés à aller vers ce qu'on avait envie de faire. Je pense que l'éducation, elle a un rôle capital. C'est pour ça je pense qu'avoir un père et une mère heureuses dans une vie de couple, pour l'enfant, je pense que ça fait partie des choses primordiales. Même s'ils ne sont pas tous la capacité de leur offrir beaucoup de leur temps, je pense qu'avoir un temps de qualité avec ses enfants et croire dans l'éducation, parce qu'en réalité, nos enfants ne nous appartiennent pas. Ça, on va en faire des futurs citoyens français ou peu importe, de partout dans le monde, citoyens du monde, entre guillemets, mais en plus de ça, citoyens français. Et donc, il faut leur donner les meilleures armes pour qu'ils soient épanouis, qu'ils vivent dans le bonheur comme nous, on peut l'avoir. Et moi, j'ai eu cette chance-là avec mon père et ma mère, c'est d'avoir... je suis dans une fratrie de 5 garçons, je suis l'aîné et j'ai jamais manqué de rien en termes d'amour. J'ai pas manqué de grand-chose quand j'étais gamin. J'ai été bien éduqué, ça joue. Et puis après... bien entendu, le fait d'avoir eu des belles rencontres. Mais je pense que les belles rencontres, tu les provoques aussi quelque part dans ta manière de vivre, ta manière d'être.